On a tous connu ça, hein. L'écran allumé, la page blanche et juste ce curseur qui clignote. C'est presque une provocation, en fait. Et on a cette sensation un peu angoissante que chaque idée, chaque personnage, chaque rebondissement a déjà été fait. Et probablement en mieux. L'envie est là, mais le puits est à sec. Et c'est justement là que l'approche qu'on explore aujourd'hui est si intéressante. L'idée, ce n'est pas de demander à une IA d'écrire à notre place, Non, surtout pas. mais de l'inviter dans l'atelier, comme un partenaire créatif. C'est exactement ça. Un partenaire. Ou peut-être un sparring partner, j'aime bien l'idée. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est un outil très concret aujourd'hui. Imaginez un collaborateur disponible 24 heures sur 24 qui peut vous proposer 50 variations d'une même idée, sans jamais juger, sans jamais dire « Oh non, ça c'est nul ». C'est vrai que ça change tout. Pour un processus créatif qui est souvent si solitaire, ça change complètement la dynamique. On n'est plus seul face à ses doutes, quoi. Alors, ce qu'on a entre les mains aujourd'hui, c'est une sorte de boîte à outils pour ça. C'est un guide très détaillé, rempli d'invites, de prompts d'IA, qui sont spécifiquement conçus pour les auteurs de fiction. Et la question qu'on va se poser ensemble, c'est est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que cet outil peut concrètement débloquer l'imagination, nous forcer à sortir de nos sentiers battus? On va décortiquer ça. Le premier obstacle, le plus grand peut-être, c'est de trouver une intrigue qui ne donne pas cette impression de déjà-vu. Oui, On a tous cette frustration, non? De commencer un truc et de se dire: «Ah, je retombe encore dans les mêmes schémas». C'est un peu comme si notre cerveau était un skieur qui a descendu la même piste 100 fois. Il suit les mêmes traces, les mêmes sillons. C'est plus simple, ça demande moins d'énergie. D'accord. L'IA, elle, n'a pas cette habitude. C'est comme un snowboarder qu'on dépose en hélicoptère en haut de la montagne. Il n'a aucune trace à suivre, donc il peut en créer une complètement nouvelle. Le guide appelle ça la disruption créative. La disruption créative, j'aime bien l'image. Donc ce n'est pas juste pour avoir plus d'idées, mais pour avoir des idées plus étranges. Plus inattendu, oui. Des connexions que notre cerveau ne ferait pas spontanément. Le guide donne des exemples comme mélanger un thriller politique avec un drame familial dans une petite ville ou un récit initiatique avec un film d'horreur. Essayons, tiens. Thriller politique et drame familial de petite ville. Ça donnerait quoi? Alors, voilà, c'est là que ça devient intéressant. Parce que la première réponse de l'IA, elle sera sûrement un peu convenue. Oui, j'imagine. Du genre, le maire d'une petite ville découvre un complot qui menace sa famille. Bon, c'est correct, mais c'est pas encore la pépite. D'accord. La source insiste vraiment là-dessus. Le vrai potentiel, il se révèle dans la deuxième, la troisième, la quatrième question. C'est là qu'il faut la défier. On la pousse un peu dans ses retranchements, quoi. Au lieu d'accepter cette première idée, on lui dirait OK, maintenant, donne-moi 10 versions où le maire n'est pas un héros, mais un anti-héros qui essaye de cacher son propre crime. Exactement. Ou alors, réécris-moi cette idée, mais la menace ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur de sa propre famille. Ah oui. On utilise l'IA pour explorer tous les « et si ». Et si le complot n'était pas politique, mais une vieille vendetta familiale qui remonte à la surface? On génère un flux de possibilités et notre instinct d'auteur n'a plus qu'à piocher dans ce qui résonne le plus. Et même les idées qu'on rejette sont utiles, au final. Tout à fait, parce qu'elles nous aident à définir par contraste ce qu'on veut vraiment raconter. On ne cherche plus une aiguille dans une botte de foin, on demande à la machine de nous apporter 10 aiguilles différentes. D'accord, alors gardons cette idée de thriller. Parce qu'une intrigue comme ça, elle repose forcément sur des schémas connus, des tropes. Ce que le guide appelle des tropes. Bien sûr. Le journaliste un peu idéaliste qui se bat contre le politicien corrompu, par exemple. On aime ces schémas, mais on en a peur aussi. Ça peut vite devenir un cliché. Et l'approche du guide, c'est de ne pas les éviter, mais de les pirater. C'est un processus très malin en 2 étapes. D'abord, la déconstruction. La déconstruction. Voilà. On demande à l'IA, décompose-moi le trope du journaliste contre le politicien, quels sont ses moments clés, les personnages types et surtout, la promesse émotionnelle faite au lecteur. Ça permet de voir le squelette de l'histoire, en fait. Le journaliste reçoit une info, il enquête, on le menace, il persiste, la vérité éclate. C'est ça. Et une fois qu'on a ce squelette, on peut commencer à s'amuser avec les os. C'est la deuxième étape, la subversion. La subversion. On demande à l'IA de modifier la structure. On peut jouer sur tous les paramètres. Génère des versions où l'équilibre du pouvoir est inversé, le journaliste est puissant et le politicien est la victime. Ou change la motivation du journaliste, il ne cherche pas la vérité mais une vengeance personnelle.
Attendez une seconde, ça change tout. Ah oui? Si notre journaliste n'est pas un héros en quête de vérité, mais quelqu'un qui veut se venger pour une raison qui n'a rien à voir, le conflit devient beaucoup plus trouble, beaucoup plus intéressant. Précisément. Le trope n'est pas détruit, il est réinventé. On garde la structure familière que le public aime, mais on lui donne une direction surprenante. Le guide donne un autre exemple qui est excellent, avec le trope de l'élu. Au lieu du héros destiné à sauver le monde, on pourrait demander « Propose-moi l'histoire d'un imposteur ». Quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, mais qui doit désespérément convaincre tout le monde qu'il est l'élu. Et là, la tension... La tension n'est plus « va-t-il sauver le monde ?», mais « va-t-il réussir à maintenir son mensonge ?» Ça déplace complètement le cœur du récit. Ça me fait penser, on pourrait prendre un trope, comme le triangle amoureux, et le sortir de son genre habituel, Ah oui, par exemple. le placer, je ne sais pas, dans un vaisseau spatial avec les 3 derniers survivants de l'humanité. Ah, excellent. D'un coup, la jalousie, le conflit, ce ne sont plus que des enjeux romantiques, mais des enjeux pour la survie de l'espèce. C'est une utilisation parfaite de l'outil. L'IA devient un moyen de moderniser des dynamiques qui peuvent parfois sembler un peu datées, comme le triangle amoureux. Ça devient une histoire de loyauté, de sacrifice. Les enjeux sont bien plus profonds. C'est génial pour l'intrigue. Mais revenons à nos personnages. On a notre journaliste vengeur et notre politicien corrompu qui est peut-être son père. On a beau avoir la meilleure intrigue du monde, si les personnages sont plats, tout s'effondre. Et c'est souvent là que je bloque, personnellement. Créer quelqu'un qui semble vivant. C'est un autre point fort du guide, ça. L'idée, c'est d'utiliser l'IA pour créer une tension interne chez le personnage. Au lieu de le définir par un seul archétype, on lui en assigne 2, et souvent contradictoires. Ah oui! Le guide cite l'exemple d'un personnage qui est à la fois un soignant, très dévoué aux autres, mais qui cache une facette d'opportuniste secret. Ah oui, immédiatement ça crée du potentiel, on se demande quand cette deuxième facette va prendre le dessus. Pour notre journaliste, on pourrait imaginer qu'il est publiquement un justicier, mais en privé un trickster, un manipulateur. Exactement. Le personnage gagnant en imprévisibilité. Et pour l'antagoniste, le politicien, le défi est encore plus grand. Comment on évite la caricature du méchant qui veut le pouvoir pour le pouvoir? Je vois comment l'IA pourrait créer un antagoniste avec une logique impeccable. Mais est-ce que ça ne risque pas de le rendre trop froid, trop mécanique? Où est la place pour les failles humaines qui rendent un méchant mémorable? Excellente question. C'est là qu'il faut bien formuler l'invite. Le poids le plus important, c'est que le meilleur antagoniste, il n'est pas défini par ses mauvaises actions. Il est défini par ses justifications internes. C'est le héros de sa propre histoire. D'accord. Donc, on ne demande pas à l'IA quels sont ses plans maléfiques. On lui demande « Construis la vision du monde d'un politicien convaincu que, pour sauver la nation, il faut sacrifier cette petite ville. Donne-moi son manifeste, ses arguments et l'événement de son passé qui a forgé cette conviction. » On ne lui demande pas ce qu'il fait, mais pourquoi il le fait. C'est ça. Le conflit devient psychologique, moral. On n'affronte plus un monstre, mais une vision du monde alternative et redoutablement logique. Et pour la faille humaine? Pour ça, on peut utiliser une autre technique du guide. Lier des manies, des habitudes à cette histoire personnelle. Ça évite l'éthique gratuite. Comme l'exemple qu'il donne du personnage qui mémorise toutes les sorties de secours. Au début, c'est une bizarrerie, et puis on apprend que c'est lié à un traumatisme d'enfance. Voilà. Soudain, ce petit détail raconte une histoire profonde. Pour notre politicien, peut-être qu'il redresse compulsivement tous les cadres au mur. Parce que son père était un artiste chaotique dont la vie a été détruite par le désordre. Et que maintenant, il est obsédé par l'idée d'imposer l'ordre au monde, quel qu'en soit le prix humain. Voilà. Soudain, ce n'est plus un personnage interchangeable. Il prend vie. En fin de compte, si on fait la synthèse, on voit bien que l'IA n'écrit pas l'histoire à notre place. Personne ne parle de ça. Non, ce n'est pas le but. Elle agit comme un miroir déformant, un mimif, un générateur de perspectives. Elle nous offre des angles, des contrastes, qui nous obligent à affûter nos propres instincts, à faire des choix. Le but, c'est de retrouver le jeu, l'exploration, de transformer la peur de la page blanche en une simple curiosité. Tiens, et si on essayait ça? C'est le point fondamental. L'IA permet de briser l'isolement du créateur. On a un partenaire qui ne se fatigue jamais et qui peut transformer un blocage en un moment de découverte. L'énergie de l'auteur n'est plus gaspillée à lutter contre le vide. Elle est préservée pour ce que seule une personne peut faire. Insuffler l'émotion, la vision, la nuance. Bref, le cœur de l'histoire. La machine propose les plans, mais c'est l'architecte humain qui décide de la maison et de l'âme qu'on y met.
Et ça mène à une question un peu plus large. Pour finir, si l'IA peut à ce point démultiplier la créativité humaine dans un domaine aussi personnel, aussi intime que l'écriture de fiction, quelles possibilités est-ce que ça ouvre pour d'autres formes d'art qu'on a toujours considérées comme purement humaines? Je pense à la composition musicale, à la peinture ou même à la chorégraphie. Le champ des possibles semble immense.